Cannes, c'est beaucoup d'espoir, mais aussi, fatalement, pas mal de déception. Vous la sentez bien l'évidence, là? Pas d'inquiétude, ça se dirige quelque part. Espérons. De manière générale, il y a un côté très arbitraire dans les récompenses. Malgré toutes les tentatives d'objectivité du monde, elles restent très marquées par les goûts de ceux qui les décernent, mais aussi par l'air du temps. Prenons l'exemple de Quentin Tarantino. Oui, vous l'aurez compris, j'aime prendre Tarantino comme exemple. En 2004, il était président du jury cannois. Le contexte international était alors assez tendu, et pour dissiper les doutes quant à la possible influence de ce contexte sur la Palme d'Or, Tarantino a tout de suite déclaré qu'elle serait attribuée sur des critères avant tout cinématographiques. Pas de récupération politique, mesdames et messieurs. Or, qui a eu la Palme cette année-là? Michael Moore avec le brûlot anti-Bush qui était Fahrenheit 9/11. Et oui, on a beau essayer de toutes nos forces d'échapper à l'air du temps, parfois il nous rattrape avec fracas. Mais de là à dire que la Palme est uniquement attribuée selon les circonstances du moment, bien sûr que non. Comme il est souvent ultra cornélien de départager plusieurs œuvres qui sont à la base tout aussi méritantes les unes que les autres, il y aura toujours une part d'injustice, même involontaire. Et fatalement, certains films tout indiqués pour figurer au palmarès passent à la trappe. Les exemples ne manquent pas. Ainsi, pourquoi ne pas récompenser, au hasard, ou en fait non, pas du tout au hasard, L'homme qui en savait trop, Hiroshima mon amour, Jeremiah Johnson, Midnight Express, Série Noire, Dead Man, Ed Wood, Kids, The Yards, Dogville, The Brown Bunny, No Country for Old Men ou encore Enter the Void? Des films tous devenus cultes à divers degrés, tous sélectionnés, mais tous snobés bien comme il faut. Humanité, tu te joues de moi! Face à ces cas de figure, une question se pose forcément. Est-ce que le destin cannois de ces films aurait été différent s'ils avaient été sélectionnés une autre année? C'est tout à fait possible. Chienne de vie. Au fil des palmarès et des choix parfois controversés des jurys, un certain nombre de sélectionnés ont donc pu avoir, au fil du temps, une impression de rendez-vous manqué avec le festival. Car si les récompenses cannoises ne font pas tout, ça ne les empêche pas d'être sévèrement convoitées, puisque comme on l'a vu dans le précédent volet de cette chronique, elles peuvent offrir un tremplin d'importance au film. En plus d'habiller une maison avec un goût certain. Car tout bon cinéaste qui se respecte possède une cheminée à décorer. La compétition cannoise ou l'art délicat d'être au bon endroit au bon moment. En même temps, le festival est un microcosme particulier, avec ses scandales, ses coups de gueule, ses controverses, ses provocations Lars von Trieresque, et j'en passe. La controverse fait partie du jeu, et j'irais même jusqu'à dire qu'elle est nécessaire au jeu. Car sans décision discutable à décrier, je crois qu'une bonne partie du public du festival se sentirait orpheline. Et donc, peut-on trouver dans l'édition 2014 des sélectionnés qui ont une revanche à prendre sur Cannes? Bon, d'un côté on a les déjà palmés qui n'ont pas à se plaindre, comme Mike Leigh, les frères Dardenne ou Ken Loach. Mais de l'autre, on a les compétiteurs remontés comme des coucous, comme par exemple David Cronenberg, dont A History of Violence est passé presque inaperçu en 2005. Xavier Dolan, qui n'a été jusque-là sélectionné que dans la quinzaine des réalisateurs et un certain regard, et qui accède enfin à la compétition officielle. Jean-Luc Godard, qui en est à sa 7ème sélection, mais sans aucune palme d'or à l'horizon. Michel Hazanavicius, dont le pourtant très récompensé The Artist n'a obtenu que le prix d'interprétation masculine en 2011. Bertrand Bonello, qui présente cette année Saint-Laurent et qui s'était fait snober en compétition officielle avec Tirésia en 2003. Tommy Lee Jones, dont la première réalisation 3 enterrements avait raflé les prix du meilleur scénario et de la meilleure interprétation masculine en 2005, mais qui ambitionne probablement de passer la vitesse supérieure. On pourrait aussi se dire que Nicole Kidman veut venger Dogville de Lars von Trier qui n'avait rien obtenu en 2003, mais vu que Grèce de Monaco d'Olivier Dahan est présenté hors compétition, ça va être un peu difficile. Bon, tout ça c'est bien joli vous me direz, mais la plupart des films mentionnés n'ont rien de particulièrement culte. Donc recentrons un peu. Est-ce que certains des sélectionnés de cette année ont déjà été, par le passé, snobés sur une œuvre réellement devenue mythique par la suite? Eh bien, non, pas vraiment. Ce qui, je ne vous le cache pas, m'emmerde un peu vu le sujet de cette vidéo. Mais quelque part, ça fait sens, déjà parce que les films qui correspondent réellement à la définition du culte, ils sont rares. Mais en plus, parmi eux, aucun ne se ressemble, et une partie non négligeable entretient une relation un peu complexe, voire même conflictuelle, avec le grand public. Prenons par exemple, dans la liste des films cultes oubliés du palmarès cannois que j'ai mentionné un peu avant, le cas d'Enter the Void de Gaspar Noé. Noé, c'est un réalisateur qui a toujours évolué en marge du système et développé une œuvre sans concession qui est quasi religieusement soutenue par un public issu des contre-cultures les plus intransigeantes. Être snobé par les instances officielles a renforcé son aura de cinéaste alternatif sur lequel il faut compter, en donnant à la plupart de ses films un goût de chef-d'œuvre incompris. Et on peut étendre le même constat à d'autres films, comme The Brown Bunny de Vincent Gallo. Les récompenses cannoises peuvent être bénéfiques, mais aussi parfois lourdes à porter pour un film potentiellement culte. Après, bien entendu, je ne dis pas qu'il faut cloisonner le grand public et l'underground, ce serait très réducteur. Mais les films cultes dessinent une réalité nuancée sur laquelle il vaut mieux éviter de généraliser, ce qui empêche de dresser des pronostics trop précis. C'est donc libéré de tout préjugé que nous pouvons laisser vagabonder notre imagination et nos espoirs sur le palmarès 2014. Et ne vous inquiétez pas, chères œuvres cultes dont le destin a croisé ou croisera Cannes. Quel que soit votre rapport aux récompenses, vous vous êtes de toute manière octroyé la plus belle, celle de l'amour inconditionnel de votre public et donc l'immortalité cinématographique. Car oui, il y a aussi de beaux sentiments dans cette émission.